Euh, Emmanuel m'a demandé deux choses. La première, c'est de répondre à la question quel impact sur les hommes de cette maladie. Et la deuxième, c'est de le faire sans diapositive. Alors, je suis épidémiologiste, je manipule à longueur de journée des chiffres. J'aime bien avoir mes diapositives parce que ça m'évite de les retenir par cœur. Et là, il a fallu, pour éviter de trop vous fatiguer, que je vous présente des diapositives. Alors, j'ai essayé de faire cette présentation en plusieurs temps. Le premier, c'est que je vais vous donner des chiffres. Mais je ne vais pas vous en donner beaucoup. J'ai essayé d'en extraire quelques-uns qui sont les plus représentatifs et surtout les plus validés. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de chiffres dans tous les sens, un peu partout. Mais je vous en prie. Et sur leur qualité et leur valeur, ça pose un certain nombre de questions. Alors j'en ai retenu quelques-uns. Les premiers, c'est les nombres de patients. C'est toujours la question qu'on pose. Combien est-ce qu'il y a de patients? Combien est-ce qu'il y a de malades? Alors il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment, avec des sources différentes. J'en ai retenu une, qui est une étude qui a été faite par Hélène Jacques-Mangada à Bordeaux, sur les projections de 2010 à 2030. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, elle est peut-être surestimée, j'en sais rien, mais au moins, il y a une méthodologie derrière, c'est bien détaillé, on voit un peu comment c'est fait. Les chiffres en 2010, d'après leurs calculs, estiment qu'il y aurait, on va prendre l'hypothèse moyenne, 950 000 patients en France en 2010 atteints de maladie d'Alzheimer. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres qu'a produit il y a 3 jours l'Institut de veille sanitaire, en comparant les données de l'assurance maladie, des hôpitaux et des certificats de décès, dans l'assurance maladie, en affection de longue durée, on trouve 320 000 cas déclarés. Alors quand on a commencé le plan 2008-2012, les responsables du plan me tombaient dessus tous les jours en me disant « mais ils sont où les autres ?» Alors, peu importe où ils sont, d'un côté, il y a un système qui est un système de santé, et de l'autre, il y a des chiffres qui proviennent d'estimations épidémiologiques de l'histoire de la maladie. Donc les deux chiffres sont vrais, mais ils sont dans des conditions différentes. Autre chiffre intéressant à retenir, parce que c'est ça qui préoccupe généralement les épidémiologistes, c'est l'évolution. L'évolution de la fréquence, de la prévalence de la fréquence de cette maladie avec le temps. Vous savez que le principal facteur de risque de cette maladie, c'est l'âge, et nos populations vieillissent, et c'est une bonne nouvelle. En 2030, d'après les estimations qu'ont fait l'équipe bordelaise, il y aurait 1 750 000 cas de patients, de malades, d'individus atteints de maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, ce sont quand même des chiffres qui sont importants. Alors ce n'est pas le diabète. Le diabète, c'est 5 millions de personnes, mais ce n'est pas du tout la même maladie non plus. Autre chiffre qui, à mon avis, est intéressant, c'est de ne pas voir simplement sous le prisme français, mais de le voir sous le prisme européen. 2010, en Europe, c'est 6 300 000 patients, les 27 pays européens tels qu'on les connaît. L'autre chiffre, à mon avis, qui peut être intéressant, c'est combien ça coûte. Alors là encore, les estimations sont relativement difficiles à faire. Il y a eu un numéro spécial qui est sorti dans une revue où ils ont regardé un peu le coût de toutes les maladies neurodégénératives en faisant des analyses spécifiques en Europe et en moyennant, parce qu'en fonction du système de santé dans lequel vous êtes, les prix et les coûts vont changer. Si vous mettez simplement les médicaments, ça ne coûte pas très cher, il n'y a pas de médicaments. Mais si vous mettez des indicateurs qui vous donnent des valeurs relatives, des charges sociales, des prises en charge, ça va varier selon les pays, selon les prises en charge. Donc ils ont fait quoi? Ils ont fait ça sur l'ensemble de l'Europe, ils ont moyenné, ils ont calé. Et grosso modo, on trouve par rapport à une certaine moyenne à peu près la même chose dans tous les pays d'Europe. Donc ça permet d'avoir un chiffre qui permet là encore de faire des projections. Et en 2010, le coût annuel d'un patient est de 16 584 € par an. Alors quand on va regarder avec les estimations que fait France Alzheimer, j'estime que c'est environ 1 200, 1 300 € par an avec un reste à charge de 1 000 € pour les familles. Donc on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Alors une fois que vous avez les chiffres et les effectifs, une fois que vous avez les coûts, on va partir dans les calculs vertigineux. Rien qu'en Europe, le coût en 2010, c'était 105 milliards d'euros. 105 milliards d'euros pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Alors après, une fois que vous avez fait l'Europe, vous prenez le monde. Il existe un organisme qui s'appelle Alzheimer International qui fait son rapport tous les ans. Et le rapport 2012, j'ai pas vu le rapport 2013, mais enfin le rapport 2012 avait un certain nombre d'éléments et il a voulu sortir des chiffres marquants. Et le rapport 2012 a dit entre 2012 et 2050, le monde comptera
au total 680 millions de diagnostics de patients atteints de maladie d'Alzheimer. 680 millions de cas pour les 40 prochaines années. 680 millions, c'est plus que la population des États-Unis, c'est la population de l'Europe étendue avec l'URSS et d'autres pays. Ensuite, ils ont recalculé les coûts dans ces notions vertigineuses en 2010. Et ils ont trouvé que le coût moyen, à partir des calculs que j'ai évoqués précédemment, ça correspondait à 1% du produit intérieur brut mondial, soit 604 milliards d'euros. Donc voilà, donc tous ces chiffres, c'est ça l'épidémiologie, c'est ça les chiffres. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir, c'est l'impact sur les hommes de ces tendances. Alors, l'impact sur les hommes de ces tendances, ce n'est pas forcément les épidémiologistes qui font ça, c'est plutôt les démographes. Et dans les années 70, plusieurs démographes ont mis en place un certain nombre de théories. Alors, chez les démographes, il y a les optimistes et puis il y a les pessimistes. Alors, un démographe pessimiste, c'est un démographe qui dit c'est formidable, la population vieillit, on va tous vivre plus longtemps, sauf qu'il y a un corollaire à ça, c'est que plus vous êtes âgé, plus vous êtes malade. Et plus le nombre des personnes qui vieillissent augmente, plus le nombre des gens malades augmente. Et le deuxième point, c'est que, et heureusement, il existe des transitions démographiques dans tous les pays du monde, et en particulier dans les pays actuellement comme la Chine, le Brésil et autres. Et la première chose dont on s'aperçoit, c'est que l'espérance de vie augmente. Mais comme il représente 6 fois plus d'individus que le monde occidental, quantitativement, c'est là que se trouve le plus grand nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer, et que va se trouver de plus en plus grand nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Donc ils en déduisent qu'il va y avoir beaucoup plus de malades que ce que peut apporter par exemple les maladies infectieuses comme le palu. Et donc on va avoir ce qu'ils appellent, ça c'est les pessimistes, la pandémie. C'est-à-dire tout le monde malade, tout le monde âgé, des dépenses chroniques, et de toute façon le système économique va s'effondrer, ne sera pas pris en charge. À côté de ça, vous avez les démographes optimistes, ceux qui croient en la science, en la médecine, au progrès de la recherche, et qui disent c'est pas un problème ça, parce que de toute façon, on va pouvoir traiter tout. Bon, c'est une question de temps, d'argent, d'investissement, mais on va trouver des solutions à tout. Et puis, le modèle idéal, ça va être ce qu'ils appellent... idéalement, voilà, il faudrait qu'on vive tous très très longtemps, 110, 120 ans, et que, entre 120 ans et 3 mois, on fasse toutes les maladies du monde et on meurt. Ça, ce serait la bonne solution. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, la théorie de la compression de la morbidité. Qu'est-ce qu'on fait? On se porte très bien, et puis on comprime toute la morbidité en fin de vie. Alors bon, ça ne va pas durer longtemps, ça va être douloureux, mais ça ne va pas être cher économiquement, ça va être gérable économiquement. Et puis, vous aurez fait quand même 100 ans moins 3 mois en pleine forme, quoi. C'est quand même plutôt sympa. Alors tout ça, ça se mesure avec des indicateurs d'espérance de vie, avec handicap, sans handicap, tout ça, mais ça marche assez bien. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce qu'on est dans la théorie de la pandémie? Est-ce qu'on est dans la théorie de la compression de la morbidité? Eh bien, on est dans la théorie de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre espérance de vie augmente, mais que notre espérance de vie en bonne santé augmente aussi et à la même vitesse. Et si on veut résoudre ce genre de choses, il faudrait qu'on puisse accélérer un petit peu la tendance de l'augmentation de l'espérance de vie sans incapacité, espérance de vie en bonne santé. Donc ça, c'est la vision un peu d'ensemble vue par les démographes. À côté de ça, il y a les épidémiologistes, il y a les démographes, et puis il y a les gens qui font des statistiques, qui font de la recherche, et qui s'intéressent à l'espérance de vie. Alors l'espérance de vie, première idée reçue, c'est un indicateur de mortalité. L'espérance de vie n'a rien à voir avec l'espoir de vivre. Personne n'est capable de vous dire combien de temps vous allez vivre. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie? C'est l'âge en moyenne à laquelle une population, une année donnée, décède. Donc une espérance de vie en 2011 de 80 ans en moyenne, soit 78 ans pour les hommes, 86 ans pour les femmes, ça veut simplement dire que les femmes qui sont nées il y a 86 ans avaient une espérance de vie de 86 ans. Alors imaginez les conditions de vie à 86 ans, ou il y a 80 ans déjà. Ça nous amène à 1930 à peu près, c'est ça? 1930. On était avant la Première Guerre mondiale, avant les impacts sur les antibiotiques. Et bien ces gens-là ont cette espérance de vie. Alors imaginez quelqu'un qui naît aujourd'hui avec tous les avantages que nos amis démographes optimistes adorent. Donc ça veut dire que la projection à l'espérance de vie va être longue. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vivre de plus en plus longtemps. Mais ils ont quand même raison quelque part. Plus on vit vieux, plus on a de chances de mourir.
Mais on n'a pas de chance de mourir que d'une maladie d'Alzheimer. On peut mourir d'un cancer, d'un infarctus. Et plus on fera notre maladie tard, plus notre chance de mourir d'autre chose augmentera. Nous, on appelle ça en épidémiologie la mortalité compétitive. Ben oui, ça s'appelle comme ça, voilà, techniquement. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, je repousse de 5 ans l'âge des premiers signes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un âge moyen de début à 75 ans, j'ai un âge moyen de début à 80 ans. Mais entre 75 et 80 ans, il y en a un paquet, qui vont disparaître, et pas de maladie d'Alzheimer. Or, les cas qui s'accumulent, à partir desquels je vous ai donné ces chiffres-là, c'est un âge de début à 75 ans. Si on refait ces calculs avec un âge de début à 80 ans, on devrait pouvoir réduire de 30 à 50% le nombre de ces cas. Pourquoi ? Parce qu'ils seront morts avant d'avoir déclenché leur maladie, avant d'avoir eu leurs premiers signes, et donc on pourra indirectement, alors je ne vais pas dire traiter la maladie d'Alzheimer, mais la résoudre d'un point de vue démographique et épidémiologique, et économique, parce que c'est beaucoup les économistes qui s'intéressent à ce genre de choses. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on repousse de 5 ans le début de la maladie. Alors, là encore, les épidémiologistes interviennent, ils vont essayer de comprendre quels sont les facteurs qui accélèrent ou qui retardent. Alors, de fait, il en existe. Il en existe un certain nombre, dont on ne connaît pas nécessairement les impacts, mais je vais en prendre trois. Trois exemples, parmi d'autres. Les premiers, c'est les traumatismes crâniens. Vous savez que, ou vous ne savez peut-être pas, que les boxeurs, il y a des spécialistes de la boxe dans cette salle, après avoir reçu beaucoup de coups sur la tête, un grand nombre d'entre eux développent des maladies neurodégénératives, des syndromes parkinsoniens et des maladies d'Alzheimer. Quand on regarde les joueurs de football américain, sport particulièrement violent, on constate qu'ils développent plus de maladies d'Alzheimer que le reste de la population. Et la dernière étude qui a été faite chez les soldats qui étaient partis en guerre d'Irak ont aussi une augmentation de ce genre de choses, en particulier ceux qui ont eu des micro-traumatismes crâniens. Donc aujourd'hui, on pense que biologiquement, ça peut s'expliquer. Des coups sur la tête, vous avez des lésions, il faut réparer. Ceux qui réparent moins perdent plus de neurones et vont avoir une maladie d'Alzheimer qui peut apparaître plus vite. Donc ça, c'est des choses qui s'expliquent assez bien. Donc vous voyez qu'on pourrait, par exemple, en mettant un casque quand on est sur son vélo, réduire son risque de maladie d'Alzheimer. Donc des mesures en population qui pourraient avoir un effet. Alors au niveau individuel, c'est microscopique, mais quand vous appliquez ça à une population, vous pouvez peut-être repousser d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Deuxième point, c'est les maladies cardiovasculaires. Ce dont on se rend compte, c'est que les cardiologues font des merveilles, ils nous soignent, ils vous traitent un infarctus avant que le cœur soit atteint. Il faut le faire quand même. Mais c'est formidable, ça sauve des vies. Nous, on l'a constaté, le taux de maladies cardiovasculaires s'effondre. Seul problème, c'est que les gens qui résistent à ça, ces populations-là ont l'air de faire un peu plus de maladies d'Alzheimer que les autres. Donc on s'est toujours demandé si le risque vasculaire n'accélérait pas. Donc si le risque vasculaire accélère, on n'est pas sûr qu'il y ait une relation de causalité. Si on réduit le risque vasculaire, on va peut-être ralentir la maladie. Donc une deuxième bonne raison au niveau d'une population, et Dieu sait si là dans les maladies cardiovasculaires, vous avez des traitements. Vous avez des traitements contre le cholestérol, contre l'hypertension. Vous pouvez faire du sport déjà, c'est déjà pas mal. Donc tout ça permettrait de repousser les choses. Le troisième facteur de risque, donc vous voyez déjà on peut bouger ça en termes de population. Ce n'est pas la même chose que le niveau individuel. Je me passe vraiment en termes de santé publique. Là. Troisième sujet, je l'adore, il y a des gens dans cette salle qui le connaissent très bien, la personne qui a fait le travail est ici, c'est la retraite, l'âge de la retraite. Vous avez vu ce papier qui est sorti. Alors, moi je m'amuse beaucoup parce que je suis vraiment content que ce soit sorti en France, mais il faut savoir qu'il y a déjà des papiers aux États-Unis qui sortent ça, il y a déjà des papiers dans les pays d'Europe du Nord qui sortent ça, donc c'est pas nouveau du tout. Alors là, quand c'est arrivé en France, ça fait un buzz incroyable. Donc 400 000 sujets qui sont au RSI, là, vous savez, le régime des indépendants, ils ont regardé comment ça évolue. Et qu'est-ce que Carole Dufouil, qui est ici présente, qui a fait ce travail, trouve, c'est que chaque année de retard de votre départ en retraite, vous diminuez votre risque de 3%. Et ouais. Ça marche à tous les coups. J'adore cette étude, moi. J'adore cette étude. Donc ça fait, vous partez à 65 ans, vous avez 15 à 20% de chances en moins de faire un Alzheimer. Imaginez que ce soit le loto, vous savez que vous avez 15 chances sur 100 de gagner, vous jouez toutes les semaines, vous allez finir par gagner. C'est bien. On peut repousser probablement. Donc l'idée, c'est vraiment que la maladie d'Alzheimer, on continue à travailler, on cherche, on développe des travaux. Le problème, c'est que, c'est sûr, ça ne résout pas les problèmes immédiats, mais en termes de population, en termes d'impact sur nos sociétés, en termes de coûts, parce que ça va avoir un rôle également, on a potentiellement des moyens d'action. Alors, ils sont minimes, ils sont réguliers, ils sont
on en parle tout le temps, mais l'utilisation pourrait peut-être modifier ces tendances que j'ai indiquées initialement. Maintenant, je voudrais conclure sur un point. C'est qu'il y a une particularité à la maladie d'Alzheimer, c'est que c'est à la fois une maladie chronique, au sens où on l'entend, mais c'est aussi une maladie dont le diagnostic est lié à la tolérance sociale qu'elle induit. Si vous êtes à la campagne, et ça, Paquid, dans ses premières études, l'avait bien démontré, on a l'impression qu'à la campagne, il y a moins de maladies d'Alzheimer, alors qu'à la ville, il y en a plus. Quand on regarde systématiquement ce qui se passe, puisqu'il y avait une zone campagnarde et une zone rurale et une zone urbaine, on s'aperçoit que c'est la même incidence, c'est la même prévalence, il n'y a pas de différence de chiffre. La seule chose, c'est que quand quelqu'un est paumé, va dans les champs, oublie d'éteindre la lumière, il y a toujours quelqu'un pour le ramener à la maison, puis ça choque personne. Voilà, c'est comme ça. Quand vous prenez la même personne, vous la mettez dans un HLM, elle oublie d'éteindre le gaz, qu'elle fait péter une canalisation, c'est pas du tout la même perception, donc la détection est plus rapide. Et on revient à la question initiale qui était, voilà, on a 900 000 cas, on en détecte 350 000 dans le système de santé, ça relève de ces deux choses. Donc ça veut dire que, y compris pour les prises en charge, y compris pour la logique, le soutien social est important. Et je voudrais conclure là-dessus, c'est certes une maladie chronique qu'on peut prévoir avec l'épidémiologie, on peut calculer ça, mais on a des moyens d'action à des niveaux de population, on l'a vu, on peut peut-être repousser en faisant ces mesures de prévention, et puis surtout il y a des moyens d'intégration sociale qui pourraient certainement aider à tamponner l'impact des chiffres que je vous ai présentés initialement. Voilà, je vous remercie de votre attention.